Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons étudier maintenant la physiologie articulaire du genou. Nous commençons par la fémoro-patellaire. Donc la fémoro-patellaire, c'est une articulation de type trochléenne, 1 degré de liberté. En théorie, elle fait des mouvements de flexion-extension. Elle va surtout suivre la fémoro-tibiale en allant en haut ou en bas. Elle est donc accompagnée, elle accompagne la fémoro-tibiale. Donc la patella, elle est ici. Et sa surface articulaire, elle est ici. Ici, l'épiphyse proximale du tibia. Plusieurs cas de figure. En flexion, elle va être tractée par le ligament patellaire et elle va se diriger notamment vers le bas et l'arrière. Sa course articulaire en flexion est égale à 3 fois sa taille. En extension, elle va être tractée par le tendon quadricipital au niveau de sa face supérieure. C'est le double de sa taille. La course articulaire en extension est égale au double de sa taille. Donc ici, fois 2 en extension, ici, fois 3. Ensuite, il faut juste savoir que c'est un os sésamoïde. Elle ne s'articule pas avec le tibia et c'est pour cette raison que le tibia est capable d'aller en rotation externe et interne lors des mouvements de flexion-extension. Voyons maintenant la fémoro-tibiale. Donc le mouvement de flexion-extension se déroule dans un plan sagittal, donc antéro-postérieur, selon un axe vertical. C'est-à-dire, on va faire une vue latérale. Ici le fémur. Voilà, ici le fémur, ici le tibia, ici la tête fibulaire. Donc le mouvement se déroule dans un plan sagittal selon un axe vertical. Les muscles qui vont passer en arrière de l'axe vertical seront moteurs de la flexion, les ischio-jambiers notamment, et les gastrocnémiens, ici. On va avoir également le muscle poplité qui va avoir ce petit trajet-là et qui va surtout déverrouiller le genou en flexion. Les muscles qui passent en avant de l'axe vertical seront moteurs de l'extension. Un muscle principalement, le quadriceps, avec son ligament patellaire. On peut également citer la patte doigt, mais la patte doigt étant très proche de l'axe vertical, elle aura une action sur l'extension quasi ridicule. Idem pour le tractus iliotibial, il a une action sur l'extension, il est situé juste ici. Elle est minime. Pour la physiologie articulaire, comment ça se passe? On refait la petite vue médiale, latérale, pardon. Avec du coup le fémur, le tibia et la tête fibulaire. Lors du mouvement de flexion, vous allez avoir les condyles qui vont aller vers l'arrière. Ils vont rouler vers l'arrière. Comme ceci. Alors, je le fais correctement. Voilà. Donc, on va avoir ce roulement postérieur. Comme ceci. Ensuite, dans un second temps, vous allez avoir un glissement antérieur. Donc, roulement postérieur et glissement antérieur afin de rester au contact du compartiment articulaire. Le tibia, lui, va glisser vers l'avant, comme ceci. Donc vous allez avoir l'articulation qui sera distendue en avant et resserrée vers l'arrière. Les ménisques vont suivre le mouvement des condyles fémoraux.
Étant donné que le tibia va vers l'avant, c'est le ligament croisé antérieur qui va limiter la flexion et le ligament croisé postérieur qui va limiter l'extension. Lors de la flexion, à cause de la différence de taille et de configuration des condyles fémoraux, vous allez avoir un mouvement de rotation interne du tibia. En extension, c'est l'inverse, ce sera un mouvement de rotation externe. Attardons-nous sur le mouvement de rotation du tibia. Donc on va faire une vue supérieure du plateau tibial. Ici, on sera en avant ou en antérieur, et ici, on sera en dehors ou en latéral. Donc ici, on dessine l'épiphyse supérieure ou proximale du tibia au niveau de sa face supérieure. On peut mettre en évidence les surfaces articulaires. Donc les mouvements de rotation se déroulent dans un plan horizontal autour d'un axe vertical qui passe par le centre de l'articulation. Tous les tendons ou les muscles qui vont passer en dehors de cet axe seront rotateurs externes ou rotateurs latéraux, et tous les tendons qui vont passer en dedans ou à l'intérieur de l'axe seront rotateurs médiaux ou rotateurs internes. Je termine simplement par dessiner la tête fibulaire. Commençons par les rotateurs médiaux. Donc vous allez avoir la patte doigt, qui, je le rappelle, est composée de 3 muscles, sartorius, gracile et semi-tendineux, très sujet aux tendinopathies. En arrière, vous allez avoir le muscle semi-membraneux, qui termine sur la partie postérieure du plateau tibial, partie médiale. Vous allez avoir le muscle poplité, qui va partir du condyle latéral fémoral et qui va terminer au même endroit que le semi-membraneux. Et vous avez tous les rotateurs médiaux qui apparaissent. Concernant les rotateurs externes, vous allez avoir principalement, on va le faire correctement, le biceps fémoral. Et le tractus iliotibial, voilà, qu'on peut représenter ici. Donc ces mouvements de rotation vont être associés aux mouvements de flexion et d'extension. Vous avez une prédominance de ces mouvements autour de 60 à 90 degrés de flexion de genou. C'est là où les mouvements de rotation sont les plus présents. Au niveau de l'amplitude, vous allez avoir plus de rotation latérale que de rotation médiale. En règle générale, le compartiment latéral du genou est plus mobile que le compartiment médial qui est plutôt tributaire de la stabilité. Donc vous allez avoir environ 40 à 50 degrés de rotation latérale pour environ 20 à 40 degrés de rotation médiale. Concernant ces chiffres, ne leur faites pas, je vous les donne parce qu'ils sont partout, là, ils sont là partout dans les bouquins de biomécanique, etc., etc. Mais ne faites pas attention, voilà, je pense qu'aucun médecin ne prend son rapporteur, mesure les amplitudes et s'il y a un degré de différence, fait tout de suite un courrier au chirurgien. Donc prenez-les plutôt, voilà, comme c'est pas des vérités absolues. Ne les portez pas comme une bannière et dire il y a 40-50 degrés de rotation externe et 20-40 et pas autrement, c'est pas trop ça, c'est plutôt des variables. Concernant, revenons à nos moutons, les facteurs limitants de ces mouvements, donc ce sera principalement les ligaments croisés. Donc ici, vous aurez le ligament croisé antérieur ici, les ligaments croisés postérieurs ici. Vous allez avoir bien sûr les ligaments collatéraux, le collatéral tibial en arrière de la patte doigt, le collatéral fibulaire dans la concavité du biceps fémoral, et bien sûr les ménisques. Ménisque interne en forme de C, ménisque externe en forme de O.
ligaments collatéraux qui vont également limiter l'extension du genou. Je n'ai pas dit sur le schéma précédent, mais en plus du croisé postérieur, vous avez les collatéraux qui vont limiter l'extension. Je termine cette vidéo avec un dernier petit point. Donc, on a parlé des mouvements majeurs, des mouvements majoritaires du genou, ceux qui sont visibles. Flexion, extension, rotation externe, rotation interne. Vous avez d'autres mouvements qui sont permis par la laxité ligamentaire du genou, qui sont les mouvements d'abduction-adduction. Si vous regardez un mouvement, si on décompose tous les mouvements de flexion de genou, le genou fait non pas ça, le tibia va faire comme ceci. Il va faire des tout petits mouvements d'abduction-adduction et c'est la multiplication, l'enchaînement de ces micro-mouvements qui vont conduire au mouvement de la flexion de genou, par exemple. Donc ces mouvements sont permis par la laxité ligamentaire, ils sont minoritaires. On vient de se rendre compte de leur existence, notamment dans le milieu médical. Probablement qu'en s'y intéressant, on apprendra davantage sur eux et qu'ils jouent un rôle prépondérant dans la biomécanique du genou, sinon ils ne seraient pas présents. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Iso Anatomia.